cœur et je fais partie de la famille déjà depuis quasiment sa naissance. Et c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à mon ami Younes et à toute l'équipe pour parler d'une thématique peu importe. Mais aujourd'hui, on va parler de l'obésité. Alors, on sait pertinemment que l'obésité constitue une véritable maladie chronique aujourd'hui, dont la prévalence est en constante évolution ou constante augmentation de par le monde. 764 millions de patients ou de personnes vivent avec une obésité, donc selon les données de 2022. Quasiment un adulte sur 4 est au moins en surpoids s'il n'est pas en obésité, avec une répartition géographique donc différente en fonction du facteur socio-économique qui intervient notamment dans la prévalence de l'obésité. À hauteur 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, on attend quasiment 1 milliard de personnes vivant avec une obésité. C'est-à-dire que c'est une véritable urgence aujourd'hui. La vision et la prise en charge du patient vivant avec une obésité devient un impératif pour essayer de réduire au maximum les complications liées à cette maladie. Déjà, il y a, 10 ans, on voyait que la prévalence de l'obésité avait triplé dans la région du Moyen-Orient. La région MENA, dont nous faisons partie, donc le Moyen-Orient fait partie de la région Moyen-Orient Afrique du Nord, mais heureusement que la prévalence chez nous n'est pas aussi fréquente ou la prévalence n'est pas aussi importante que dans les pays du Moyen-Orient, mais par contre nous sommes encore une fois concernés par cette pathologie et c'est pour cela que nous devons y prêter attention. Quand on regarde les données de 2016, on s'aperçoit que la population algérienne, dans 6 patients ou 6 personnes sur 10 vivent déjà avec un excès pondéral et que cet excès pondéral, malheureusement, va impacter sur l'espérance de vie, sachant pertinemment que lorsqu'on a un index de masse corporelle normal, on a 80% de chances d'atteindre l'âge des 70 ans. Par contre, à chaque fois que cet indice de masse corporelle augmente, c'est-à-dire quand on dépasse les 35 kg par mètre carré, l'espérance de vie ou l'espérance d'arriver à l'âge de 70 ans diminue à 60%, donc on a 20% de réduction, et elle descend à 50% lorsqu'on a un index de masse corporelle qui est supérieur à 40 kg par mètre carré. Alors c'est bien de parler de l'IMC, donc l'index de masse corporelle, mais par contre ce n'est pas suffisant parce qu'il ne reflète pas notamment certaines obésités qui restent malheureusement morbides et qui sont source de complications. C'est notamment cette obésité androïde qui constitue un véritable organe endocrine et pour lequel il y a donc des complications tant sur le plan cardiovasculaire que les autres complications que l'on va citer ensemble. Alors, la cause de l'obésité, c'est tout simplement, certes, il y a un terrain génétique, mais sur lequel vont se greffer des facteurs environnementaux qui font que certaines personnes vont développer une obésité, et c'est tout simplement lié à un déséquilibre entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques, avec bien sûr une mauvaise hygiène de vie, et bien sûr tout ce qui entraîne donc cette mauvaise hygiène de vie, cette mauvaise alimentation qui va entraîner une dysbiose, qui sur un terrain génétique particulier, ça va entraîner de l'insulino-résistance et toutes les complications qui guettent notamment le patient vivant avec une obésité. Parmi les complications les plus fréquentes, on peut citer par exemple l'hypertension artérielle dont la prévalence est de 35% chez le patient vivant avec une obésité, et puis arrive la maladie coronaire et l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus grâce à l'avènement des nouvelles molécules qui ont prouvé leur efficacité dans la réduction de ces complications morbides chez les patients obèses. Nous avons également les complications métaboliques, le diabète. Je pense que c'est en français des portes ouvertes. Il est clair que le diabète a une prévalence élevée, notamment en cas d'obésité, mais aussi la dyslipidémie athérogène que l'on retrouve à hauteur de 26%. D'autres complications, notamment ostéo-articulaires, mais pas que. Nous avons également l'incontinence urinaire, notamment chez la femme, dont la prévalence est de 35% en cas d'obésité, et puis l'apnée du sommeil, qui constitue en soi un facteur de risque cardiovasculaire, et puis n'oublions pas la stéatopathie métabolique, qui aujourd'hui est une preuve que c'est un facteur de risque cardiovasculaire, ou un marqueur de risque cardiovasculaire, avec entraînant aussi une surmortalité. Indéniablement, l'obésité est source d'hypertension artérielle. Nous avons une corrélation directe entre les niveaux de pression artérielle systolique et l'index de masse corporelle, si bien que si l'obésité est pourvoyeuse d'hypertension artérielle, elle multiplie le risque quasiment par 2, le risque d'hypertension artérielle. Par contre, dès le surpoids, il y a la maladie coronaire qui guette le patient atteint d'obésité. Ces complications sont multiples, mais pas que. Donc on a toutes les complications cardiovasculaires qui prédominent, les métaboliques, etc. Et puis regardez, cerise sur le gâteau, même la pathologie cancéreuse augmente de manière significative chez les patients ou chez les personnes vivant avec une obésité.
Alors oui, effectivement, ce dysfonctionnement du tissu adipeux chez le sujet vivant avec une obésité, on parle de adiposopathie. Adiposopathie, c'est une perturbation du tissu adipeux qui devient en fait un véritable organe endocrine qui va produire l'angiotensin II, mais qui va produire aussi les facteurs de l'inflammation, les marqueurs de l'inflammation, et entraînant une inflammation à bas grade systémique. Alors, adiposopathie, ça peut être compliqué à formuler. L'adiposopathie entraîne également une augmentation de la sécrétion insulinique avec l'insulinorésistance, mais aussi une stimulation des sécrétions d'œstradiol, des stéroïdes sexuels, qui vont avoir un impact notamment sur le sein, mais aussi sur l'endomètre. On va voir quelles seraient éventuellement les complications qui en résultent. Alors effectivement, cette adiposopathie va être responsable d'une augmentation de la prolifération et de la progression cellulaire avec une inhibition de l'apoptose. Et quand on dit inhibition de l'apoptose, ça veut dire tout simplement, ça devrait attirer notre attention sur le mécanisme physiopathologique, notamment de certains cancers chez les sujets vivant avec une obésité. Alors cette adiposopathie va être source également d'une, dyslipidémie, et tout simplement le fait qu'il y ait une augmentation de la sécrétion ou de la libération des acides gras, avec une diminution de la clearance des acides gras à travers les VLDL, donc les Vellular Density Lipoproteins. Ces acides gras vont entraîner une stéatose systémique. Donc vous voyez, on parle souvent de stéatose hépatique, mais on a tendance à oublier que la stéatose peut toucher l'ensemble du système musculaire, dans le corps également, et elle va être encore une fois source de complications, notamment cardiovasculaires, en plus de la stéatose hépatique qui constitue le lit de l'adénocarcinome hépatique, du carcinome hépatocellulaire. Alors, cette corrélation entre l'obésité et la maladie cardiovasculaire démarre très tôt. Elle démarre déjà avec un index de masse corporelle à partir de 22 kg par mètre carré, c'est-à-dire qu'on n'attend pas l'obésité pour dire qu'il va y avoir une action ou il va y avoir une complication cardiovasculaire. Ça démarre très tôt et c'est pour cela que nous devons rester vigilants et prendre en charge le patient le plus tôt possible. Alors, cette corrélation entre l'obésité et la maladie cardiovasculaire passe effectivement par cette inflammation systémique, l'insulinorésistance, la sécrétion insulinique qui est par conséquent réduite à long terme et qui va entraîner donc l'apparition d'un diabète, d'une dyslipidémie hétérogène et par conséquent des complications cardiovasculaires que l'on peut citer comme suit. Le fait qu'il y ait des facteurs de risque d'hypertension, l'insulinorésistance, le diabète, la dyslipidémie hétérogène, ceci va entraîner donc une agression endothéliale, à savoir une dysfonction endothéliale qui est la porte ouverte de la maladie athéromateuse. Cette dysfonction endothéliale va entraîner donc une formation de plaques athéromateuses, et ces plaques athéromateuses, lorsqu'elles sont rompues, elles vont occasionner un événement ischémique aigu, que l'on soit dans le cœur, les cerveaux ou en périphérie. Alors, on parle essentiellement des perturbations métaboliques, des perturbations cardiovasculaires, la surmortalité liée à l'obésité en matière de risque cardiovasculaire, mais même le cancer est cité. Alors, le cancer et la prévalence du cancer est augmentée chez les personnes vivant avec une obésité. Quels sont les cancers que l'on peut citer? C'est notamment l'adénocarcinome de l'œsophage, le colorectal également, le colorectum, le foie, également le sein, le pancréas et l'endomètre, et sans oublier aussi le rein, qui également, où la prévalence du cancer du rein est augmentée dans la population vivant avec une obésité. Alors concrètement, quand on voit un peu les recommandations de prise en charge, initialement nous étions centrés essentiellement sur le BMI, donc des données anthropométriques pour lesquelles on proposait au patient, quand il vivait avec une obésité, des mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique, la pharmacothérapie éventuellement, et pourquoi pas la chirurgie s'il y a échec au traitement pharmacologique. Par contre, à partir de 2016, on s'intéresse non seulement aux données anthropométriques, mais également aux complications, parce que l'obésité aujourd'hui est définie comme étant une maladie chronique pourvoyeuse de complications, et par conséquent ça va altérer la qualité de vie du patient et ça va entraîner une surmortalité, notamment de par les complications essentiellement cardiovasculaires. Et c'est pour cela que les recommandations ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie du patient, la prise en charge médicale qui ne doit pas être centrée que sur les données anthropométriques, et donc il faut faire une évaluation complète du patient. Et on a essentiellement 4 axes dans la prise en charge des patients atteints d'obésité. Prévenir la prise de poids supplémentaire, c'est-à-dire déjà arrêter le fléau de prise de poids, prendre en charge les morbidités associées, puisque celles-ci vont compliquer, vont altérer la qualité de vie et entraîner une surmortalité du patient, favoriser la perte de poids et surtout empêcher ou prévenir la prise de poids supplémentaire.
Alors, dans les recommandations de l'HAS, la préoccupation initiale, c'est justement comment graduer les soins d'un patient vivant avec une obésité. C'est-à-dire qu'il faut stagner l'obésité, il faut faire le point sur les différentes comorbidités pour une prise en charge justement personnalisée, en prenant en charge tous les obèses de la même manière, et surtout, quels sont les centres spécialisés qui pourraient prendre en charge le patient atteint d'obésité ou vivant avec une obésité. Et pour cela, les personnes qui sont concernées par ces recommandations, ce sont toutes les personnes qui sont susceptibles de prendre en charge des patients vivant avec une obésité, c'est-à-dire ça peut être un coach sportif, le nutritionniste, le médecin généraliste, le médecin spécialiste s'il y a des complications, notamment orthopédiques, hépatiques, apnée du sommeil, etc. Donc en fait, tous ces paramètres vont faire de sorte que la prise en charge du patient soit globale et non pas centrée sur uniquement les données anthropométriques. Et puis, bien sûr, quand on recommande aux patients des mesures génétiques, on ne doit pas se focaliser encore une fois que sur le poids, mais sur les comorbidités, s'il y a un diabète associé, s'il y a une dyslipidémie associée, etc. Et que la perte de poids doit être personnalisée, en faisant un petit clin d'œil notamment aux personnes âgées de 70 ans et plus, c'est-à-dire qu'il faut rester vigilant, parce que là on a un surrisque de dénutrition et un surrisque en raison de la sarcopénie, de chute, de fracture, etc. Et ce n'est pas le but justement. Le degré de perte de poids donc, doit être souhaitable, il doit être adapté et donc il doit se faire en commun accord avec le patient. Donc on doit discuter avec le patient, on doit se fixer un objectif sur un délai donné, exactement comme on a l'habitude de faire, notamment par exemple pour les patients diabétiques, on se fixe un objectif en commun accord sur un délai donné. Donc les lignes directrices de prise en charge du patient, c'est toujours demander au patient, quand on voit un patient qui se présente en consultation qui est en surpoids ou qui est en obésité, on doit lui demander son avis. Est-ce qu'il veut en parler? Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir l'aider? Sinon, bien sûr, on se heurte déjà à un obstacle et on peut aggraver la situation. Deuxième situation, c'est qu'il faut tenir compte du vécu du patient. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont ses priorités. Et puis lui proposer éventuellement donc une prise en charge nutritionnelle, de l'activité physique, encore une fois adaptée en fonction du profil de notre patient, fixer un objectif ensemble en commun accord avec le patient et pourquoi pas notamment une approche, une prise en charge psychologique, une prise en charge pharmacologique si besoin aussi à l'indication et pourquoi pas une prise en charge chirurgicale. Donc en fait il faut garder les 4 M en tête quand on a un patient qui vit avec une obésité, c'est qu'il y a essentiellement un côté, j'allais dire métabolique, il y a un côté mécanique, il y a un côté mental, donc il faut voir l'aspect psychologique du patient, et il faut voir dans quel environnement ce patient évolue, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une aide, j'allais dire, sur le plan familial, sur le plan... On peut citer simplement un exemple, on a des patients pour lesquels on dit qu'il faut arrêter les sodas, etc. Et quand on voit les membres de la famille rentrer avec 2-3 bouteilles de soda et mettre sur la table, c'est très compliqué. Donc en fait, il y a même un travail de l'environnement sur lequel on peut intervenir. Des classes thérapeutiques qui ont reçu leur indication dans la prise en charge d'obésité, c'est essentiellement les analogues GLP-1. Il y a le double blocage, notamment le tir hépatique, que l'on peut proposer à nos patients. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas encore disponibles en Algérie et pour lesquels on n'a pas non plus la couverture sociale. Alors, ces doubles agonistes vont avoir une action centrale et une action périphérique. L'action centrale, c'est qu'ils vont freiner les centres de la satiété, notamment au niveau de l'hypothalamus. Ils vont entraîner ou ils vont freiner la sécrétion glucosée, notamment au niveau hépatique, et puis stimuler la sécrétion insulinique qui va être glucose dépendant, et par conséquent, un impact positif sur le plan cardiovasculaire en réduisant la pression artérielle et en réduisant les événements cardiovasculaires. Qu'en est-il de la chirurgie? Certes, ça a un effet bénéfique, ça permet de réduire le poids de manière différente selon l'acte chirurgical que l'on pratique, une sleeve ou un bypass, etc. Ça réduit l'incidence de nouveaux cas de diabète. Donc, vous voyez que quand on fait perdre à un patient au moins 10 à 15% de son poids initial, on peut entraîner une rémission du diabète, donc ce qui n'est pas négligeable. Réduction de la mortalité cardiovasculaire, infarctus AVC, et également une réduction de la mortalité totale de l'ordre de 24%, ce qui n'est pas négligeable. Et à ce moment-là, faire perdre un patient au moins 5 à 10% de son poids initial permet d'améliorer les différentes comorbidités, en l'occurrence le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, l'apnée du sommeil, et même la qualité de vie est améliorée pour ces patients. Alors, on a des degrés variables, certes, quand on essaye par exemple pour avoir une rémission, je disais, du diabète, il faut au moins 10% de réduction du poids initial. Pour agir par exemple sur l'hypertension artérielle, pareil, il faudra avoir en moyenne une réduction de 10%, le DFL, etc. Donc je vous laisse voir simplement l'impact de la baisse du poids par rapport au risque ou à la réduction, à l'amélioration des comorbidités que l'on peut retrouver chez un patient vivant avec une obésité.
C'est un travail qui a été publié en 2023 qui m'a semblé intéressant de présenter. C'est des patients pour lesquels on a proposé un score et c'est chez ces patients, on leur proposait par exemple d'arrêter le tabac, de réduire, voire d'arrêter la consommation d'alcool, faire de l'activité physique, avoir une alimentation, une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Et qu'est-ce qu'on gagnait chez les patients qui vivaient avec une obésité quand ils respectaient ces 4 mesures? Ben, ça permettait de réduire de manière significative les infections. On sait pertinemment, on a vécu ça pendant le Covid, on avait vu que l'obésité est un facteur de mortalité. Et ça permettait de réduire de manière significative ou d'améliorer le contrôle glycémique du patient diabétique. Ça permettait d'améliorer les niveaux de pression artérielle, la maladie coronaire, l'embolie pulmonaire, les arythmies, ainsi que l'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas de doute, il y a une amélioration des comorbidités lorsqu'on fait perdre au patient, lorsqu'on respecte les mesures génétiques et qu'on lui fait perdre du poids de manière significative. Par contre, là, ça ne marche pas. C'est dans la pathologie cancéreuse. Donc, quand un patient vit avec une obésité, malheureusement, on n'a pas réellement de bénéfice à faire perdre du poids au patient, ou en tout cas dans cette étude, par rapport aux risques de cancer qui ont été diagnostiqués. Là, on va dire que les carottes étaient déjà cuites, malheureusement. Quand le cancer apparaît, il n'y a pas grand-chose qui va améliorer en matière de mesures génétiques. Donc, dans cette étude, il est clair que le fait d'instaurer ce score, donc avec l'arrêt du tabac, l'alcool, l'activité physique et une hygiène alimentaire, ça permettait de réduire le risque des comorbidités de manière significative, mais par contre, ça avait des limites, notamment par rapport à certaines pathologies. On a cité bien sûr la maladie cancéreuse. On ne peut pas parler d'éviter l'obésité sans parler de l'enfant, parce qu'en fait, le travail doit commencer très tôt, il doit commencer à ce moment-là. Quand on sait que l'obésité à l'âge de 2 ans prédit justement le statut à 35 ans, quand on a un bébé qui est en surpoids, ou un enfant qui est en surpoids, il y a toutes les chances qu'il devienne obèse à l'âge adulte. Et bien sûr, 57% des enfants d'aujourd'hui vivront avec une obésité selon les données de l'OMS, donc on fait une projection. Et malheureusement, ces enfants-là qui sont obèses ou qui sont en surpoids vont finalement faire des complications, essentiellement diabète et hypertension artérielle, et par conséquent une surmortalité, malheureusement à la clé et à la clé. Voilà, donc juste je finis en disant que l'obésité est une maladie chronique et fréquente, en évolution constante de par le monde, l'Algérie n'est pas en reste, ça constitue un véritable problème de santé publique, et on voit aujourd'hui l'obésité de l'enfant, notamment en Algérie. C'est une infection largement sous-diagnostiquée, quasiment non traitée, pourvoyeuse de complications invalidantes, voire fatales. La nécessité d'un diagnostic précis, c'est-à-dire il faut grader l'obésité, il faut faire la recherche de toutes les comorbidités, la prise en charge doit être holistique, une prise en charge complète des différentes comorbidités, au même titre que les données anthropométriques vont permettre d'améliorer la qualité de vie, le pronostic du patient vivant avec une obésité ou une personne vivant avec une obésité. Les interventions doivent être multicomposantes, multidisciplinaires, tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la prise en charge. Nous, médecins seuls, on ne peut pas faire grand-chose, les médias doivent jouer un rôle, les institutions, etc. Lutter contre les facteurs de risque de l'obésité dès le plus jeune âge permet d'éviter l'obésité à l'adolescence, à l'âge adulte, et par conséquent permet d'éviter notamment certaines complications et cette surmortalité.